Menotté, l'ancien homme fort du Venezuela, Nicolás Maduro, est arrivé au tribunal de New York ce soir pour se voir signifier des accusations de trafic de drogue, 2 jours après une spectaculaire arrestation. Samedi dans la nuit, l'armée américaine a mené des raids sur Caracas. Nicolás Maduro et son épouse ont été enlevés et exfiltrés par des forces spéciales. Donald Trump et ses plus proches conseillers ont suivi les opérations en direct. Joint au téléphone par Fox News, le président américain n'a pas boudé son plaisir. If you would have seen what happened, I mean, I watched it literally like I was watching a television show. It was an amazing thing, amazing. Incroyablement illégal, s'insurgent de nombreux pays qui dénoncent une violation du droit international. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni cet après-midi, inquiet, car Donald Trump parle cash, il n'a pas l'intention de s'arrêter là. Cuba is ready to fall, you know. Yes. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long. Le président colombien Gustavo Petro a réagi en déployant l'armée à la frontière avec le Venezuela. L'ancien guérillero se déclare prêt à reprendre les armes, tandis que des guérillas colombiennes annoncent qu'elles combattront les États-Unis. Officiellement, Donald Trump veut enrayer le narcotrafic en Colombie et au Venezuela. Mais le président businessman lorgne aussi sur les vastes ressources pétrolières vénézuéliennes. We're going to take back the oil that, frankly, we should have taken back a long time ago. Donald Trump s'approprie la doctrine Monroe, rebaptisée Donroe pour Donald. Il y a 2 siècles, elle considérait l'Amérique latine comme la chasse gardée des États-Unis. Alors quelles seront les prochaines cibles de Donald Trump? Jusqu'où peut conduire ce nouvel impérialisme américain? Colombie, Mexique, Cuba, Iran ou Groenland? Nos 3 invités pour ce débat, Yoletti Brachot, bonsoir, enseignante, chercheuse en sciences politiques à l'Université d'Avignon. Vous avez co-dirigé la revue Cahiers des Amériques latines consacrée à la violence d'État au Venezuela. C'était en 2023. Selon vous, à travers le renversement de Nicolás Maduro, il y a un objectif plus large que le retour des entreprises pétrolières américaines au Venezuela, à savoir le retour de l'influence forte des États-Unis sur toute l'Amérique latine dans son intégralité. À côté de vous, Olivier Compagnon, bonsoir. Bonsoir. Historien, professeur à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Vous doutez qu'il y ait d'autres interventions américaines à court ou moyen terme. Et vous ajoutez, il existe de très fortes réticences au sein même du Parti républicain et de l'électorat de Donald Trump. En revanche, viser le Venezuela, c'était aussi viser indirectement Cuba, puisque cette île, ce pays, vit sous perfusion vénézuélienne depuis 25 ans au moins. À côté de vous, Pierre Bourgois, bonsoir. Bonsoir. Maître de conférences en sciences politiques, spécialiste de la politique étrangère américaine. Dernier essai, le néoconservatisme américain, la démocratie pour étendard. Et selon vous, l'opération américaine au Venezuela montre que le droit international est complètement effacé. Il peut y avoir des condamnations directes par les pays membres de l'ONU. Le problème, c'est que les États-Unis font partie du Conseil de sécurité de l'ONU. Et on démarre le débat avec le néologisme mot valise du jour. Donroe, néologisme formé par la presse américaine et récupéré avec gourmandise, il faut le dire, par le président américain lui-même. C'est donc l'association du nom de Donald Trump à la doctrine de l'ancien président américain James Monroe, datant de 1823. L'Amérique latine est alors considérée comme un pré carré des États-Unis. Monroe est donc devenu Donroe. Et la doctrine Monroe, dit aujourd'hui Trump, nous l'avons dépassée de très loin. Alors en quoi, Olivier Compagnon, le président américain, est allé au-delà de la doctrine Monroe avec cette arrestation du président Maduro? Alors, contrairement à ce qu'on dit souvent, le texte originel de 1823 que vous venez d'évoquer, donc du président James Monroe, n'est pas exactement le fondement de l'impérialisme états-unien. C'est un texte qui dit très concrètement, à une époque où l'Europe est dans une période de restauration monarchique, les Européens, donc les Britanniques, les Espagnols, les Portugais, vous n'avez plus rien à faire sur le continent américain. Les États-Unis parlent au nom de l'hémisphère occidental, mais il n'y a pas à ce moment-là de projet impérial états-unien. Les États-Unis ont autre chose à faire à ce moment-là, la conquête de l'Ouest, le problème de l'esclavagisme, etc., etc. En vérité, ce à quoi on fait allusion aujourd'hui, c'est ce qu'on a ensuite nommé le corollaire Roosevelt, donc Theodore Roosevelt, 1904, à la doctrine Monroe, où là, effectivement, il y a la définition d'une vocation impériale états-unienne à destination de l'Amérique latine,
après notamment un événement très important qui a été la libération de Cuba en 1898, c'est-à-dire la guerre hispano-américaine, mais en fait la mise sous tutelle par les États-Unis immédiatement de Cuba. Et là, c'est vraiment le début de l'expansion impériale qui va se traduire par toute une série d'occupations, d'invasions, etc. C'est à cela que Trump, aujourd'hui, fait allusion en expliquant effectivement qu'il reprend cette tradition qui, au fond, s'était un petit peu estompée à la fin de la guerre froide, enfin, c'était même complètement estompé à la fin de la guerre froide, et il dit on va faire encore plus et encore mieux, ce à quoi, moi, personnellement, je ne crois pas vraiment. On va y revenir. Yoleti Bracco, vous qui êtes chercheuse franco-vénézuélienne, pour vous, c'est de l'impérialisme américain, ce qu'on voit aujourd'hui? Don Rose, c'est une stratégie impérialiste? Ça, c'est très clair, mais de toute façon, il me semble qu'ils s'en cachent pas particulièrement. En fait, Donald Trump et Marco Rubio, ces derniers jours, ont dit très clairement, bon voilà, en fait, ce qui nous intéresse, c'est l'installation des entreprises pétrolières états-uniennes dans le pays. On n'est pas tout à fait dans une discussion sur quel serait un avenir démocratique pour le pays. Ce n'est pas du tout au cœur de la discussion. Il y a même, en fait, des leaders de l'opposition vénézuélienne traditionnelle, en fait, dont il serait possible de discuter, mais qui ont été aussi mis de côté. Là, en fait, ils sont dans un enjeu de s'arranger avec les figures qui sont restées au Venezuela, qui sont au pouvoir et qui, d'ailleurs, d'une certaine manière, représentent aussi Nicolas Maduro au pouvoir, s'arranger avec eux pour la suite des événements. Et Pierre Bourgois, les prochaines cibles, c'est quoi? Il faut s'attendre à ce que ce soit la Colombie, voire le Mexique. Donald Trump semble allant. Alors, c'est un sujet assez fascinant pour toute personne qui s'intéresse aux relations internationales, parce qu'en fait, il mélange plein d'éléments, des éléments idéologiques, économiques, vous l'avez dit, énergétiques. Oui, je pense que ce que vient de faire Donald Trump est un élément marquant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ouvre finalement la porte à donc d'autres potentielles annexions de territoires. On pense évidemment au Groenland. Il a dit ouvertement, donc d'ici 2 mois, les choses évolueraient sur ce plan-là. On pensait aussi à Cuba, à la Colombie. Je dirais qu'il y a la sphère donc Amérique latine, ou même le continent américain au sens large, et il y a les relations internationales plus largement. Moi, je pense qu'on va peut-être en reparler par la suite, je pense que c'est aussi un signal très négatif, non pas seulement pour le continent américain, mais pour les relations internationales, évidemment, parce qu'en fait, ça envoie aussi, ça fait jurisprudence pour le cas de Taïwan, pour l'Ukraine. Par rapport à Xi Jinping et à la Chine. Exactement. Et donc je pense qu'il faut voir ce qui se passe là depuis une semaine, et depuis ces derniers jours, comme la continuité de quelque chose de plus large qui se joue déjà depuis plusieurs années, et je dirais même qui avait commencé avant Donald Trump. Mais pour rester dans les pays sud-américains, Olivier Compagnon, il faut s'attendre à quoi? Ils peuvent serrer les rangs et s'opposer à Trump, ces pays, la Colombie, le Chili. Alors, le Chili est plutôt en faveur de Donald Trump, mais qu'est-ce qui peut se passer? Ils veulent rester passifs, ceux qui sont hostiles à ce qui se passe là? Ce qui est compliqué, c'est qu'évidemment, l'Amérique latine ne parle pas d'une seule voix, parce qu'elle est relativement divisée politiquement. D'un côté, on a Javier Milei, ou le nouveau président élu, José Antonio Cast, qui va arriver au pouvoir en mars 2026, qui évidemment ont applaudi à l'enlèvement de Maduro et à l'opération américaine. Et puis de l'autre côté, effectivement, on a un bloc là qui s'est exprimé. Donc, oui, il y a une déclaration conjointe. Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Uruguay. Et exactement. Et d'ailleurs, un des effets possibles de cette intervention, c'est effectivement de relancer, je dirais, des formes de coopération latino-américaine qui n'existaient plus, qui étaient, disons, qui avaient beaucoup souffert au cours des dernières années. Alors après, moi, à titre personnel, je ne pense pas en même temps, j'avais dit il y a peu de temps qu'il n'y aurait pas d'invasion du Venezuela, donc je ne suis pas devin. Je ne suis pas devin. Mais non, je n'ai pas l'impression que de véritables opérations terrestres. Par exemple, pour en finir une fois pour toutes avec le chavisme, puisque là, aux dernières nouvelles, le gouvernement maduriste est en place sans Maduro et les choses continuent. Mais je ne pense pas que de nouvelles opérations terrestres puissent véritablement avoir lieu. L'ouverture d'un front, tout simplement parce que d'abord, Trump a fait campagne contre cela. Il a rappelé la tradition isolationniste, etc. Et puis son électorat ne souhaite pas cela. Ça renvoie quand même à des souvenirs pour des raisons économiques. Et puis même, quand même, je veux dire, le départ d'Afghanistan il y a quelques années, les images de la déroute afghane, en quelque sorte, c'était pas vraiment extraordinaire. En revanche, ce que je pense, c'est qu'effectivement, il y a une cible indirecte, qui est d'ailleurs peu citée, ni par Trump, ni par Marco Rubio, qui est Cuba, effectivement. Dans la mesure où, si effectivement le gouvernement vénézuélien venait à tomber, qu'il y ait vraiment une transition au Venezuela, il est probable que Cuba tomberait dans la foulée, puisque Cuba, complètement asséché à la fin des années 90, n'a dû sa survie qu'à, comme je le disais, la perfusion énergétique, notamment de pétrole vénézuélien depuis l'arrivée de Chavez au pouvoir en 99. Le Venezuela, Cuba, mais peut-être aussi demain le Groenland. En tout cas, regardez le tweet de Katie Miller, l'épouse d'un proche de Donald Trump, qui partage cette carte bientôt avec le drapeau américain sur le Groenland. Yoleti Bracco, est-ce que c'est une menace qu'il faut vraiment prendre au sérieux? Est-ce que
demain, les États-Unis peuvent s'emparer du Groenland? En tout cas, pour moi, ce qui est important, c'est que même si, effectivement, il n'y avait pas, par exemple, d'invasion en tant que telle au Venezuela, ou si même il n'y avait pas forcément une prise de territoire, cette menace militaire, elle conditionne, là, concrètement, ce qui se passe pour les pays du continent américain au sens large et plus loin, aux intérêts états-unis, en fait. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire on vous a montré qu'il est possible d'arriver avec la force armée états-unienne et de prendre la tête d'un gouvernement. On vous a montré, en fait, qu'on a la force de le faire, donc tenez-vous à nos intérêts ou potentiellement des choses peuvent arriver. Et cette menace, elle est, en fait, puisqu'elle s'est concrétisée, elle peut tout à fait conditionner les décisions politiques et économiques. Et cette menace, elle existait par ailleurs, auparavant, aussi par un biais tout à fait économique. Récemment, on a vu Donald Trump conditionner en fait, la relation à l'Argentine par rapport aux résultats des mi-mandats législatives. Voilà. La même chose, en fait, par rapport à la condamnation de Jair Bolsonaro au Brésil. Donc, en fait, concrètement, oui, on voit qu'il s'agit de dire qu'en plus de l'action concrète militaire, la menace existe déjà et elle a déjà des effets concrets en termes politiques. Oui, Au du Groenland. Si on doit, alors c'est toujours délicat parce que les événements se déroulent en ce moment, mais si on doit prendre un peu de distance sur tout ce qui se passe, je dirais aussi, non pas raison gardée, mais si nous faisons un peu d'histoire des relations internationales, en fait, ce n'est pas nouveau. Les États-Unis ont toujours lorgné et ont toujours eu un regard sur l'Amérique latine. Évidemment, vous êtes spécialiste de la région, donc vous le savez bien. Dans les années 80, on a eu plusieurs tentatives de coup d'État sous Reagan, même sous Bush père également. Je pense à Grenade, au Panama, évidemment. Donc ce n'est pas nouveau. Ce qui a pour moi le point de bascule, ce qui a, je trouve en tout cas d'assez différent aujourd'hui, c'est que Donald Trump finalement assume ouvertement l'aspect prédateur de la puissance américaine. Pendant la guerre froide, on avait, avec l'opposition contre l'URSS, on avait un semblant en tout cas, on affichait la promotion de la démocratie, les droits de l'homme, des valeurs universelles. Aujourd'hui, moi, c'est ça qui me frappe, c'est que dans la rhétorique même de Donald Trump, on a ouvertement un président américain qui dit « Nous avons besoin de ressources pétrolières ». Le Groenland est un intérêt stratégique direct, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus les oripeaux de la démocratie. Donc c'est peut-être ça, le nouveau monde dans lequel on est en train d'évoluer, et qui en tout cas va donner peut-être aussi des idées à la Chine et à la Russie, qui a déjà commencé de toute façon. C'est l'idée que dans ce monde-là, finalement, les valeurs, le droit international, c'est en retrait, et désormais, seul compte finalement les intérêts stratégiques directs au-delà de la morale. Oui, alors ces visées hégémoniques sur le Groenland, elles inquiètent l'Union européenne. Écoutez cette mise en garde, en quelque sorte, de la porte-parole des affaires étrangères de l'Union européenne. The EU will continue to uphold the principles of national sovereignty, territorial integrity, and the inviolability of borders and the UN Charter. These are universal principles and will not stop defending them. All the more so if the territorial integrity of a member state of the European Union is questioned. Olivier Compagnon, ça fait le poids face à Donald Trump, ce genre de déclaration? On a l'impression que c'est très petit bras. C'est assez petit bras, effectivement. Et je pense que ce qui fait davantage le poids, c'est la présence d'autres acteurs en Amérique latine aujourd'hui. Par rapport à ce qui vient d'être dit, je suis tout à fait d'accord, il y a une sorte de rejeu de la guerre froide. Ce qui s'est passé à Caracas renvoie à Grenade en 83, à la République dominicaine en 65, au Guatemala en 54, à la nuance près qu'à l'époque, l'Amérique latine, au fond, les différents pays d'Amérique latine devaient avaler toutes les couleuvres parce qu'ils étaient entièrement dépendants des États-Unis, commercialement, financièrement. Aujourd'hui, quand même, la donne a complètement changé. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Amérique du Sud, pas de l'Amérique latine, mais de l'Amérique du Sud. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a la possibilité, face à cet impérialisme totalement décomplexé, prédateur, extractiviste, on peut mettre plein d'adjectifs, il y a la possibilité pour les pays latino-américains d'aller chercher d'autres alliances, qui ne sont pas non plus les alliances qui font le plus rêver, nécessairement, mais en tout cas, la situation n'est pas du tout la même que jusqu'à la fin des années 80. Alors, vous évoquez la Chine, on va évoquer avec vous la Chine et l'Amérique latine. Quelle relation d'intérêt avec vous, Anna? Depuis l'embargo sur le pétrole de 2019, la Chine est devenue le premier importateur de brut vénézuélien en lui achetant à bas coût environ 80% de sa production. Alors ces importations, elles ne représentent que 5% de la consommation chinoise, mais ce qui inquiète Pékin, c'est la mainmise des États-Unis sur la plus grande réserve de pétrole au monde et donc un possible coup de frein à son expansion sur le continent. Il faut dire que depuis plusieurs années, la Chine ne cache pas ses ambitions. Elle se positionne stratégiquement dans la région grâce notamment à ces nouvelles routes de la soie. Non seulement elle finance des infrastructures
infrastructures et des projets énergétiques énormes. Mais elle est aussi devenue le premier partenaire, vous le disiez, commercial de plusieurs pays, le Pérou, le Brésil, l'Argentine, le Chili. Et d'ailleurs, en 2024, les échanges avec l'Amérique latine ont atteint, regardez, 518 milliards de dollars. C'était 10 milliards en 2000, ce qui permet en retour à la Chine de sécuriser ses approvisionnements, notamment en cuivre, en lithium, en pétrole et en soja. Et puis, dernière preuve de la volonté de se maintenir dans la région, Pékin a dévoilé il y a 3 jours sa nouvelle feuille de route en Amérique latine pour y renforcer son influence du Panama jusqu'au Venezuela. Pierre Bourrois, qu'est-ce qu'elle dit précisément, cette feuille de route ? Ce qu'elle dit, c'est que la Chine a aussi un comportement prédateur. Voilà, c'est clair, en fait. Je pense qu'il ne faut pas opposer, on n'est pas dans un monde binaire, les gentils contre les méchants. La Chine a aussi des intérêts stratégiques en Amérique latine, elle en a partout d'ailleurs, en Afrique, en Asie du Sud-Est, enfin bref, partout. Et je dirais que ça avait commencé, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai mis la temporalité bien avant Donald Trump. C'est-à-dire que depuis déjà 2 décennies, on se rend compte du côté américain, ça avait commencé lors du second mandat de George W. Bush, ça a été évidemment la stratégie du pivot asiatique de Barack Obama, lorsqu'il a été élu en 2008. C'est-à-dire que depuis déjà 2 décennies, les Américains se rendent compte qu'avoir mis la focale, en tout cas de manière peut-être trop importante sur le Moyen-Orient, on en oubliait que la Chine grappillait des marchés partout, dans certaines régions du monde en tout cas. Et donc pour vous, cette opération au Venezuela, c'est aussi une manière de dire ici, c'est chez nous, c'est l'Amérique. Et évidemment, de contrer l'influence chinoise dans la région. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est passionnant parce qu'il y a à la fois dramatique, mais en fait, ça mélange des aspects idéologiques, économiques, énergétiques, géopolitiques. Il y a un peu de tout. Et évidemment que derrière cette opération, il y a aussi contrer l'influence chinoise dans la région. Ça, c'est clair. Yoleti Brachot, en fait, l'enjeu du pétrole est majeur et Donald Trump ne s'en cache pas. Il veut faire revenir les compagnies pétrolières américaines, qui pour l'instant sont pas forcément partantes d'ailleurs. Oui, en fait, moi ce qui me paraît aussi important, c'est que récemment il disait le Venezuela doit rendre aux États-Unis le pétrole qu'il lui a volé. Bon, suite aux nationalisations qu'il y avait eu il y a quelques années par Chavez. Mais justement, les nationalisations en fait de pétrole vénézuélien, en fait des entreprises pétrolières, c'est les années 70. En fait, ça date d'il y a vraiment longtemps. L'entreprise pétrolière vénézuélienne, elle est co-construite aussi par les Vénézuéliens. Et en fait, je tiens à en dire. Mes grands-parents, mes parents ont aussi participé à la construction de cette entreprise. Ça veut dire années 50 et après. Donc en fait, concrètement, quand Trump dit qu'il vient récupérer en fait son dû, en fait concrètement non. En fait, ça pose une grande question aussi parce que dans toutes ces discussions-là, il y a une question centrale, c'est les Vénézuéliens, notre avenir, notre décision sur notre pays, sur notre économie, sur notre potentiel démocratie. Et là, concrètement, on se rend compte en fait, que dans cet impérialisme nouveau, justement, ces enjeux-là sont complètement mis de côté. Et ce pétrole fait partie aussi de ce qui a été en fait la base de la construction nationale contemporaine vénézuélienne. Donc concrètement, quand on s'attaque à ce pétrole, quand on vient le chercher, on vient aussi nous chercher nous en tant que Vénézuéliens. Mais Olivier Compagnon, est-ce qu'on ne s'est pas complètement planté sur l'interprétation d'America First? On pensait que c'était un protectionnisme américain. En fait, quelque part, c'est là où il y a des intérêts américains. Eh bien, ça concerne les États-Unis. C'est ça qui nous dit Trump aujourd'hui. Alors, c'est la vision que, effectivement, c'est le narratif que Trump est en train de construire à la suite de cette intervention. Et dans le même temps, je ne suis pas convaincu que l'ensemble du Parti républicain et que l'électorat partagent entièrement cela. Je me demande dans quelle mesure, justement, il n'y a pas une rupture aussi qui est en train de se faire entre... En tout cas, c'est des choses que j'ai pu... Et je pense que Pierre est plus compétent que moi en la matière, mais que j'ai pu lire dans la presse états-unienne ces 2 derniers jours. Le parti serait fracturé, le Parti républicain de début de fracture, parce que, effectivement, l'ouverture d'un nouveau front, avec le coût, ne serait-ce que le coût que ça représente, ne serait certainement pas très bien accueilli par... À la différence qu'America First, c'est un refus de l'enlisement. De l'enlisement qui avait été sous Obama, évidemment, George W. Bush, au Moyen-Orient notamment. Là, il n'y a pas de volonté d'enlisement. Il y a volonté d'envoyer un message clair pour protéger les intérêts américains. Je ne sais pas ce que dira la base MAGA. En fait, tout dépend de l'interprétation de l'opération. La base de Trump. Si l'interprétation, c'est de dire nous allons récupérer ce qui nous a été volé, nous allons contrer l'influence chinoise et nous allons protéger nos intérêts stratégiques, je pense que la base ne dira rien. Si en effet l'idée c'est de dire nous allons nous implanter pendant 10 ans pour mettre en place un régime type démocratie occidentale, là en effet, mais je ne pense pas que ça soit la stratégie de Donald Trump. Ouais, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est sur la Russie. Olivier Compagnon, il est en train de chercher un accord sur l'Ukraine et en même temps, c'est un coup dur pour la Russie puisqu'elle a noué des accords avec le Venezuela sur l'exportation du pétrole. C'est un coup dur pour la Russie, c'est un coup dur pour l'ordre international, puisque effectivement, au moment où on cherche un accord sur l'Ukraine, on a une opération d'invasion du Venezuela qui donc semble indirectement pouvoir légitimer ce qui s'est passé il y a 4 ans entre Russes et Ukrainiens, sans compter qu'effectivement ça pourrait être aussi interprété comme une autorisation, entre guillemets, pour la Chine
par exemple, d'envahir Taïwan. Et c'est là qu'il y a un abîme, en quelque sorte, qui s'ouvre sous nos pieds. Et puis la question, c'est le « on », c'est qui « on » Parce qu'en fait, moi, je ne vois pas de communauté internationale. Alors, il y a eu une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU en urgence. C'est utile ou c'est... On a l'impression que le Conseil de sécurité et les institutions sont devenus quasiment obsolètes vu l'attitude de Donald Trump. Là aussi, ce n'est pas nouveau. Alors, je ne veux pas faire un cours de théorie des relations internationales ici, mais on se rend compte qu'ici, entre la puissance et le droit international, il y a un jeu d'équilibrisme qui est compliqué. Et on ne découvre pas aujourd'hui les limites du droit international. Je parlais tout à l'heure du Moyen-Orient, la guerre en Irak, 2003. Bon, voilà, les États-Unis sont membres du Conseil de sécurité de l'ONU permanent. C'est les limites du droit international. Voilà. Mais Yoléti Brachot, vous avez signé une tribune dans Le Monde aujourd'hui sur le Venezuela. Mais est-ce que le Venezuela, comme l'Amérique latine, peuvent se transformer en bourbier aussi pour Trump ou pas? Est-ce qu'il y a cette menace-là? En tout cas, sur le Venezuela, ce qui est important à savoir, c'est qu'en fait, il n'y a pas que des acteurs armés étatiques, il y a des acteurs armés non étatiques. Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui. En fait, les enjeux de souveraineté sont importants en fait, dans le pays. Et concrètement, l'instabilité en termes de violence et de violence politique au Venezuela peut effectivement avoir des conséquences de par ailleurs dans le continent, notamment en fait, avec la Colombie voisine, où en fait, justement, les conflits colombiens s'est transnationalisé, on est allé vers le Venezuela, mais aussi en même temps, en fait, les acteurs armés vénézuéliens se sont aussi transportés vers la Colombie et l'Amérique latine. Donc, c'est vrai qu'il y a un danger en termes d'embrassement qu'il ne faut pas négliger. Oui, Olivier Compagnon, parce que quand on voit ce que dit Donald Trump, enfin, ce qu'il a tweeté, faut fuck around, find out, c'est-à-dire où je suis, vous allez me trouver. En tous les cas, je n'ai peur de personne. On se dit qu'en effet, il n'a pas de limite. Mais qu'en même temps, il peut y avoir des obstacles. Et on ne sait pas où il va, par exemple, au Venezuela. Et en même temps, de manière un peu provocatrice, j'ai envie de vous dire, il ne s'est pas passé grand-chose au Venezuela. Certes, une intervention très spectaculaire, mise en scène, etc. On a vu les images de Maduro offert. Exfiltré. Voilà, et non, mais surtout offert comme Saddam Hussein avait été à l'opinion avec ses menottes, etc. Bon, ok. Mais enfin, aux dernières nouvelles, il y a eu une transition officialiste au Venezuela. Enfin, la vice-présidente a pris le pouvoir avec le soutien de l'armée. Le régime autoritaire et répressif qui était celui de Maduro est toujours en place. Et là, on attend de voir ce qui va se passer dans les jours et les semaines qui viennent. Mais c'est difficile de prévoir ce qui va se passer. Comment réagissent les Vénézuéliens? Comment réagissent-ils? Ils sont en état de sidération ou de... Il y a 8 millions de gens qui ont quitté le pays à la suite de cette gouvernance dictatoriale. Mais comment réagissent ceux qui sont toujours là-bas? En fait, sur place, les réactions sont au début, voilà, sidération, angoisse, ça c'est certain, mais aussi beaucoup de retenue. Parce que concrètement, justement, comme vient de dire Olivier Compagnon, en fait, le gouvernement est toujours en place et en fait, les questions de répression sont toujours pressantes. Par contre, effectivement, ce gouvernement, donc en place, est aussi toujours en capacité de mobiliser. Et donc, il y a des mobilisations de soutien à Maduro qui ont commencé de manière discrète, mais qui se font de plus en plus importantes. Ce sont un peu les seules mobilisations qui sont possibles, on va dire, là où en fait, voilà, les autres personnes de notre bord politique, on va dire, se font discrets. Voilà. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus nous expliquer et nous rendre un peu plus clairs tous les enjeux autour de cet événement hors norme. Merci infiniment.